Mon ex prétend être enceinte de moi mais refuse le test de paternité. Je lui envoie alors la preuve de ma stérilité, suite à un cancer. La prochaine lettre que je reçois est celle de son avocat, et le jeu change. Le message original est de moi, Antoine, 31 ans. J'ai eu une leucémie à l'âge de 11 ans, passé 2 ans à faire des allers-retours à l'hôpital, subissant chimiothérapie, radiothérapie, tout le cauchemar. J'ai vaincu la maladie, et évidemment, sinon je ne serais pas en train d'écrire ceci. Mais le traitement m'a laissé un souvenir permanent, je suis stérile. Un nombre de spermatozoïdes pratiquement nul. Mon oncologue me l'a expliqué quand j'avais 16 ans. La chimio a détruit ma fertilité. C'était beaucoup à assimiler pour un adolescent, mais j'ai eu 15 ans pour m'y faire. Je vous le dis d'emblée parce que c'est assez important pour l'histoire. Mon ex, Clémence, et moi sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous avons rompu il y a environ 4 mois. La relation n'était pas terrible, mais pas géniale non plus. Elle avait l'habitude de tout ramener à ses besoins tout en négligeant les miens. De petites choses au début, toujours choisir le restaurant, toujours décider ce que nous regardions, s'énerver si je faisais des projets sans la consulter. Puis des choses plus importantes, elle n'aimait pas mes amis, pensait que je passais trop de temps avec ma famille, devenait bizarre chaque fois que je parlais de sujets professionnels qu'elle ne comprenait pas. La rupture elle-même était assez classique. Je lui ai dit que je ne voyais pas d'avenir ensemble. Elle a pleuré, m'a traité d'égoïste, a dit que je gâchais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Classique. Je l'ai aidé à déménager ses affaires de mon appartement un week-end. Et c'était censé être la fin de l'histoire. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre physique, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme, car qui envoie encore des lettres? Elle venait d'elle, manuscrite sur du papier à lettres fantaisie avec de petites fleurs sur les bords. L'essentiel était, je suis enceinte. C'est de toi. Nous devons discuter des modalités de coparentalité. Je sais que c'est un choc, mais je crois que nous pouvons gérer cela avec maturité. Je suis resté assis avec cette lettre pendant environ 10 minutes. Non pas parce que j'assimilais la possibilité d'être père, je savais que c'était impossible, mais parce que j'essayais de comprendre quelle était son intention. Voilà le truc. Elle était au courant de mon cancer. Elle connaissait le traitement, mais je ne lui ai jamais explicitement dit que j'étais stérile. Ce n'est pas vraiment une conversation de premier rendez-vous. Et au moment où nous étions suffisamment sérieux pour que cela compte, je suppose que je n'ai jamais trouvé le bon moment pour en parler. Je pensais que nous franchirions ce cap si jamais nous parlions sérieusement d'avoir des enfants. Nous ne l'avons jamais fait. Donc, soit elle croyait sincèrement que je pouvais être le père, soit elle pariait que je ne connaissais pas mon propre état de fertilité, soit elle savait que j'étais stérile et comptait sur le fait que je n'aurais pas de documentation. Un pari risqué. J'ai décidé de jouer franc jeu. Je lui ai envoyé un texto, j'ai reçu ta lettre. J'aurais besoin d'un test de paternité avant de discuter de quoi que ce soit. Sa réponse est arrivée brûlante, en moins de 3 minutes, tu es sérieux là? Un test de paternité? Après tout ce que nous avons vécu, je n'arrive pas à croire que tu doutes de moi comme ça. Je ne t'ai jamais trompé. C'est ton bébé et tu dois prendre tes responsabilités et te comporter en homme. Je n'ai pas cédé à la manipulation émotionnelle, j'ai simplement répondu, procédure standard. Je suis heureux de payer. Fais-moi savoir quand tu es disponible. Puis est venu le message vocal. Oh mon Dieu, le message vocal. Comment oses-tu? Comment oses-tu me traiter comme une sorte de... Je t'ai donné 2 ans de ma vie. Je t'ai aimé et maintenant je porte ton enfant et tu veux me traiter comme une criminelle. Tu sais quoi? Peut-être que j'ai fait une erreur en te le disant. Peut-être que j'aurais dû gérer ça toute seule. Mais je pensais que tu méritais de savoir. Je pensais que tu serais heureux. Clairement, je me suis trompé sur qui tu es. J'ai sauvegardé ce message vocal. Quelque chose me disait que j'en aurais besoin plus tard. Une semaine s'est écoulée. Plus de texto d'elle exigeant que j'accepte ma responsabilité. Sa mère m'a envoyé un texto. Oui. Elle lui avait donné mon numéro à un moment donné, me disant que je devais faire ce qu'il fallait et que fuir cela ne le ferait pas disparaître. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste tout documenté. Puis est arrivée la douche froide. Une autre lettre, mais celle-ci n'était pas sur du papier à fleurs. Elle venait d'un cabinet d'avocats, un vrai,
légitimes. Je les ai recherchées. La lettre indiquait que mon ex poursuivait toutes les options légales disponibles pour assurer un soutien adéquat à l'enfant et que je devais me préparer à des procédures de paternité. Et que mon déni continu de responsabilité démontrait un comportement d'évitement que le tribunal ne verrait pas d'un bon œil. Ils essayaient réellement de me traîner en justice pour un bébé qui ne pouvait absolument pas être le mien. C'est là que j'ai agi. J'ai appelé le cabinet de mon oncologue et demandé des copies de tous mes dossiers médicaux relatifs à mon traitement contre le cancer et aux tests de fertilité ultérieurs. Ils m'ont tout envoyé en 3 jours, diagnostic, protocole de traitement, test de suivi, et surtout, 3 analyses de sperme distinctes effectuées à 16, 22 et 28 ans. Toutes montrant une azoospermie. Un terme médical pour dire que tu ne fabriques pas de spermatozoïdes, mon ami. J'ai rédigé une lettre, professionnelle, sans émotion, à qui de droit. En réponse aux allégations concernant la paternité, veuillez trouver ci-joint mes dossiers médicaux documentant ma stérilité résultant du traitement contre le cancer infantile. J'ai été diagnostiqué avec une azoospermie confirmée par de multiples tests au cours des 15 dernières années. Je suis biologiquement incapable d'engendrer des enfants. Je suggère que votre cliente identifie le véritable père de son enfant. Toute tentative ultérieure de poursuivre des réclamations de paternité frauduleuse à mon encontre sera suivie d'une action en justice appropriée. J'ai retenu les services d'un avocat. Je n'avais pas encore réellement retenu les services d'un avocat, mais je me suis dit que ça sonnait bien. J'en ai envoyé des copies à son avocat, à elle directement, et j'en ai gardé une pour moi. Puis j'ai attendu. Cela faisait 6 jours. Silence radio de tout le monde. Sa mère, qui m'envoyait des textos quotidiennement, a soudainement arrêté. Son avocat n'a pas répondu. Et mon ex? Rien. Une partie de moi se sent mal. Pas pour elle ou elle a tenté de commettre une fraude mais pour la situation réelle. Si elle est vraiment enceinte, il y a un vrai père quelque part qui ne le sait pas. Ou peut-être qu'il le sait, et c'est exactement pourquoi elle est venue me voir à la place. Dans les 2 cas, ce n'est plus mon problème. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Le silence semble trop soudain, comme le calme avant quelque chose de laid. Nous ferons une mise à jour si quelque chose se produit. Mise à jour 1. 9 jours plus tard. Bon, le silence a pris fin de manière spectaculaire. Tout d'abord, permettez-moi de répondre à quelques questions des commentaires. Oui, mes dossiers médicaux sont légitimes et obtenus légalement. Oui, l'azoospermie due à la chimio est bien documentée et mon oncologue l'a confirmé à plusieurs reprises au fil des ans. Et non, je ne me sens pas coupable d'avoir exposé son mensonge. Elle a essayé de m'obliger légalement à payer pour un bébé qui n'était pas le mien. C'est une fraude. Maintenant, passons au chaos. Quelques jours après avoir envoyé ma lettre avec les dossiers médicaux, j'ai reçu une nouvelle lettre de son avocat. Le ton était différent cette fois-ci. Notre cliente conteste la validité des dossiers médicaux fournis et demande une vérification indépendante de votre état revendiqué. De plus, notre cliente soutient qu'elle n'a eu aucun autre partenaire pendant la période de conception pertinente et maintient son affirmation initiale. Nous vous conseillons de vous soumettre à des tests ordonnés par le tribunal pour résoudre cette affaire de manière définitive. Il persistait. Même avec la preuve médicale que j'étais stérile, il voulait faire comme si ce n'était pas réel. J'ai appelé un vrai avocat cette fois. Spécialiste du droit de la famille. J'ai expliqué la situation. Il a ri. Littéralement éclaté de rire quand je lui ai parlé de la contestation sur la validité. Il gagne du temps. Il a dit, soit elle doit trouver un vrai père, soit trouver une stratégie de sortie qui ne la fasse pas paraître horrible. Mon intuition est qu'ils espèrent que vous réglerez l'affaire juste pour qu'elle disparaisse. Il a rédigé une réponse bien plus juridique que la mienne. Les dossiers médicaux de notre client ont été fournis de bonne foi et sont entièrement vérifiables par ses médecins traitants. Si votre cliente souhaite engager des procédures de paternité, nous nous félicitons de l'opportunité de présenter ces preuves devant le tribunal. Cependant, nous devons vous informer que le dépôt d'une réclamation de paternité frauduleuse constitue à la fois un parjure et une tentative de fraude. Si votre cliente persiste, nous exercerons tous les recours disponibles, y compris, mais sans s'y limiter, le recouvrement des honoraires d'avocat et des dommages-intérêts pour harcèlement. En gros, lancez-vous, mais vous allez perdre et cela vous coûtera cher. Cette lettre est partie un mardi. Le jeudi, les choses ont dégénéré.
La sœur de mon ex, Laura, avec qui je m'étais toujours plutôt bien entendu, s'est présentée à mon appartement. Je n'allais pas la laisser entrer, mais elle avait l'air vraiment désemparée. Pas en colère, juste triste. Elle m'a dit, on peut parler? Juste 5 minutes. Je ne suis pas là pour te crier dessus. Je l'ai laissée entrer. J'ai gardé la porte légèrement ouverte parce que je ne suis pas stupide. Elle s'est assise et a immédiatement commencé à pleurer. Elle a dit, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Elle nous a tous dit que c'était de toi. Elle l'a juré sur sa tête. Mes parents ont dit à tout le monde qu'ils allaient être grands-parents. Ma mère a déjà acheté des vêtements de bébé. Moi, je comprends que c'est gênant, mais tu sais que je ne peux pas être le père. Tu as vu ma lettre. Elle, je sais. J'ai vérifié après que tu aies envoyé ces dossiers. Azoospermie, 0 spermatozoïde. Je comprends, mais elle insiste toujours. Elle dit que tes dossiers sont faux ou que tu as peut-être eu une sorte de miracle. Moi, il n'y a pas de miracle. J'ai eu 3 tests en 15 ans. Tous les mêmes résultats. Longue pause. Elle t'a trompé. Évidemment. Je pense même savoir avec qui. Il y a ce gars avec qui elle travaille. Elle était toujours bizarre à son sujet. Le mentionnant trop, puis ne le mentionnant plus du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. J'avais remarqué la même chose mais m'étais convaincu que ce n'était rien. Elle, je l'ai confrontée à ce sujet ce matin. Elle a complètement pété les plombs. Elle s'est mise à crier que tout le monde était contre elle et que tu avais monté la famille contre elle. Puis elle m'a mise à la porte de son appartement. Moi, pourquoi me racontes-tu ça? Elle, parce que, je ne sais pas. Je suppose que je pense que tu mérites de savoir que tu n'es pas fou. Et honnêtement, je suis furieuse contre elle. Elle a ridiculisé toute notre famille. Mes parents sont dévastés. Ils pensaient qu'ils allaient avoir un petit enfant d'une bonne relation. Et maintenant, ils découvrent que leur fille a trompé et a ensuite essayé de piéger quelqu'un d'autre pour qu'il paie. Elle est partie après cela, s'est excusée à nouveau, a dit qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais entendre parler d'eux. Honnêtement, j'ai apprécié sa visite. C'était comme la première conversation honnête que j'avais eue à ce sujet. Mais ensuite est arrivé le vendredi, j'ai reçu un appel de mon propriétaire. Apparemment, quelqu'un l'avait contacté en affirmant que je dirigeais une entreprise illégale depuis mon appartement et que j'étais dangereux. Il appelait pour comprendre ce qui se passait. Il s'est avéré que mon ex avait trouvé son numéro d'une manière ou d'une autre et l'avait appelé avec un tas d'absurdités. Trafic de drogue, plainte pour bruit, comportement menaçant. Rien de tout cela n'était vrai. Mon propriétaire me connaissait depuis 3 ans et n'a rien cru, mais il était obligé de faire un suivi. Puis le samedi, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Salut, mec. C'est bizarre, mais je pense que je dois te dire quelque chose. Je travaille avec ton ex. Elle dit à tout le monde au bureau que tu l'as mise enceinte et que tu l'as abandonnée. Elle essaie de collecter des dons de sympathie pour des affaires de bébé. Elle m'a demandé de lui faire un virement de 50 € pour un siège auto. Est-ce que tout cela est réel? Je lui ai renvoyé une seule ligne, je suis médicalement stérile et j'ai des documents qui le prouvent. Le bébé n'est pas le mien et ne peut pas l'être. Sa réponse, nom d'un chien, je vais le dire à tout le monde. Dès le lundi, j'ai eu des nouvelles de 3 autres personnes de son lieu de travail, toutes posant des variations de la même question. Elle avait apparemment bien joué la carte de la sympathie, racontant à ses collègues qu'elle était une future mère célibataire en difficulté, dont l'ex-petite amie irresponsable refusait de la soutenir. L'un d'eux m'a envoyé une capture d'écran d'un email qu'elle avait envoyé à tout le département demandant des articles de bébé de seconde main parce que le père m'a abandonné. J'ai transmis cela à mon avocat. Il l'a ajouté au dossier. Elle, la victime enceinte abandonnée par son ex sans cœur. La réalité, une tricheuse qui s'est fait prendre et a essayé de faire payer quelqu'un d'autre. Littéralement. Je ne sais pas qui est le vrai père. Je m'en fiche maintenant. Mais je commence à penser que peut-être il a compris aussi parce qu'hier quelqu'un a posté dans un groupe Facebook de quartier demandant si quelqu'un connaissait un bon avocat en droit de la famille pour une situation de paternité compliquée. La personne qui a posté, un gars qui travaille dans la même entreprise que mon ex. Je vais chercher du popcorn pour celle-là. Mise à jour 2. 16 jours après le message original.
Accrochez-vous, car la situation est devenue encore plus compliquée avant d'être enfin résolue. Alors, vous vous souvenez du gars du groupe Facebook? Celui qui demandait des avocats en droit de la famille. Mon ami, qui est toujours ami sur Facebook avec des gens du lieu de travail de mon ex, a fait quelques recherches. Il s'avère que c'est un chef de projet dans son entreprise. La trentaine. Marié. Marié avec 2 enfants. Son nom est Marc. Oui. Apparemment, l'affaire durait depuis environ 8 mois, ce qui, si vous faites le calcul, signifie qu'elle a commencé alors que nous étions encore ensemble. Le calendrier de sa grossesse correspond parfaitement à la période où ils auraient été. Vous savez, c'est là que ça devient dingue. Sa femme l'a découvert. Pas par moi. Je n'y étais pour rien. Elle l'a découvert parce que mon ex, dans son infinie sagesse, a commencé à envoyer à ce gars des messages paniqués après que j'ai envoyé les dossiers médicaux prouvant que le bébé n'était pas le mien. Des messages comme « Il faut qu'on parle et tu ne peux pas ignorer ça et tu es la seule autre personne que ça pourrait être ». Il l'avait ignoré, ne répondant tout simplement pas, espérant que cela disparaîtrait. Ce qui signifiait que lorsque sa femme a vu ces messages sur son téléphone, elle a eu des questions. J'ai entendu tout cela de seconde main par la sœur qui m'a rendu visite. Elle m'a appelé il y a 3 jours, l'air épuisé. Elle, tout s'écroule. Le gars de son travail, sa femme a appelé notre mère, hurlant comment sa fille a détruit un mariage et maintenant elle va devoir expliquer à ses enfants pourquoi papa déménage. Moi, attends, il la quitte vraiment? Elle, sa femme l'a mis à la porte. Il loge dans un motel. Et voilà le truc, il est furieux contre ma sœur. Il dit à quiconque veut l'entendre qu'elle lui avait dit qu'elle prenait la pilule, qu'elle avait dit que le bébé n'était pas le sien. Qu'elle avait d'abord essayé de te le faire porter à toi. Il se fait passer pour une victime. Moi, pratique, n'est-ce pas? Ils sont tous les deux terribles. Elle, mais maintenant ma sœur est en pleine crise de nerfs. Le gars ne répond pas à ses appels. Sa femme menace de la poursuivre en justice pour l'aliénation d'affection ou je ne sais quoi. Et la moitié de ses collègues ne la regardent même plus depuis que l'histoire de la fausse paternité a été ébruitée. Moi, et les affaires d'avocat? Est-ce qu'elle abandonne la procédure contre moi? Elle, c'est en fait pour ça que j'appelle. Elle n'est pas à moi, elle quoi? Elle persiste. Elle a dit à nos parents que même si le bébé n'est pas le tien, tu lui devais des dommages et intérêts pour le préjudice moral en la humiliant publiquement en envoyant ses dossiers médicaux. Elle veut te poursuivre pour diffamation. J'ai littéralement dû poser le téléphone un instant. Moi, elle veut me poursuivre pour diffamation parce que j'ai prouvé que sa demande de paternité était un mensonge? Elle, je sais. Je sais. Crois-moi. Je lui ai dit qu'elle était folle. Mes parents lui ont dit qu'elle était folle. Son avocat lui a apparemment dit que cela ne fonctionnerait pas, mais elle est obsédée par ça. Elle n'arrête pas de dire que tu as ruiné sa vie et que tu dois payer pour ça. Je l'ai remerciée pour l'information et j'ai appelé mon avocat immédiatement. Son avis, elle peut déposer ce qu'elle veut. Ce sera rejeté. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Et vous avez des preuves médicales documentées que tout ce que vous avez dit est vrai. Si elle dépose réellement une plainte, nous intenterons une contre-poursuite pour poursuite abusive et litige vexatoire. Elle finira par vous devoir de l'argent. Alors, j'ai attendu à nouveau. Il y a 2 jours, j'ai reçu ce que j'attendais. Une lettre du cabinet de son avocat. En tête différent cette fois. Il semble qu'elle ait changé de cabinet. Probablement parce que le premier a réalisé qu'il représentait une cause perdante. La lettre stipulait, notre cliente a décidé de ne plus poursuivre les allégations de paternité à votre encontre. Cependant, elle soutient que votre divulgation de ses informations médicales personnelles, sa grossesse, à des tiers constitue une violation de sa vie privée. Elle est prête à renoncer à toute action en justice supplémentaire en échange de 1. Des excuses formelles écrites, 2. Un paiement de 15 000 € pour détresse émotionnelle, et 3. Un accord de non-divulgation vous empêchant de discuter publiquement de cette affaire. 15 000 € et des excuses pour m'être défendu contre une fraude? J'ai rédigé la réponse moi-même. Mon avocat a peaufiné le langage, mais le contenu était entièrement de moi. Votre cliente a initié cette affaire en affirmant faussement que j'étais le père de son enfant et en engageant des poursuites judiciaires basées sur cette fausse allégation.
Toutes les divulgations que j'ai faites étaient une réponse directe à ces accusations et étaient nécessaires à ma défense juridique. La grossesse de votre cliente a été divulguée par votre cliente elle-même dans la lettre originale qu'elle m'a envoyée et dans les communications ultérieures à mon employeur, mon propriétaire et de multiples tiers où elle s'est présentée comme une femme enceinte abandonnée. Je n'ai fait aucune divulgation publique au-delà de la fourniture de preuves médicales véridiques pour réfuter ces fausses allégations. Votre demande est rejetée dans son intégralité. Toute correspondance ultérieure de cette nature sera traitée comme du harcèlement. Si votre cliente dépose d'autres réclamations frivoles, je poursuivrai tous les recours légaux disponibles, y compris le recouvrement des honoraires et des dommages-intérêts. Cette affaire est close. Mon avocat a ajouté quelques formulations juridiques supplémentaires et l'a envoyé. C'était hier. Ce matin, je me suis réveillé avec un texto de sa mère. La même femme qui me demandait de faire ce qu'il fallait des semaines auparavant. Je vous dois des excuses. J'ai cru ma fille sans hésiter, et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je connais maintenant la vérité. J'espère que vous pourrez avancer dans votre vie. S'il vous plaît, ne répondez pas à ceci. J'avais juste besoin de le dire. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran pour le dossier. À l'heure actuelle, la situation est la suivante, mon ex est enceinte du bébé de son collègue. Le collègue est en plein divorce. Sa femme semble vouloir tout ce qu'elle peut obtenir. Mon ex a été muté à un autre département au travail. Pas viré, mais clairement mise de côté. Sa famille connaît la vérité. Ses collègues connaissent la vérité. Et le gars avec qui elle couche réellement ne veut rien avoir à faire avec elle ou le bébé. Les menaces légales contre moi se sont évaporées. Mon avocat dit qu'il n'y a pratiquement aucune chance qu'elle tente quoi que ce soit d'autre. Cela ne ferait qu'aggraver les choses pour elle. Et moi ? J'ai changé de numéro, bloqué tout le monde qui lui était associé sur toutes les plateformes, et rangé toute la documentation au cas où j'en aurais à nouveau besoin. Dernière mise à jour, 21 jours après le message original. Ceci est ma dernière mise à jour car, heureusement, il n'y a plus grand-chose à raconter. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place il y a 3 jours. J'ai reçu un appel de mon avocat me disant qu'il avait reçu une autre communication de l'équipe juridique de mon ex. Pas une menace cette fois, juste une brève déclaration. Notre cliente reconnaît que les allégations de paternité à l'encontre de votre client ont été faites par erreur. Aucune autre action ne sera entreprise. Notre cliente demande à votre client de s'abstenir de toute discussion publique de cette affaire. Fait par erreur. C'est comme ça qu'ils l'ont formulé. Comme si elle m'avait accidentellement accusé d'être le père d'un bébé que je ne peux biologiquement pas concevoir. Comme si c'était une erreur administrative et non une tentative de fraude calculée. Mon avocat m'a demandé si je voulais insister pour obtenir quelque chose, une véritable admission de faute, une compensation pour mes frais juridiques, quelque chose. J'y ai réfléchi, mais honnêtement, je suis fatigué. Je veux juste en finir. Je leur ai dit de renvoyer un simple accusé de réception de leur lettre et de considérer l'affaire comme close. Pas d'accord de silence. Je ne signe rien qui restreigne ce que je peux dire sur ma propre expérience, mais pas non plus de poursuite active de quoi que ce soit. C'est fini. Légalement, du moins. Voici ce que je sais des conséquences, reconstituées à partir des informations de Laura et de quelques connaissances communes. Mon ex est enceinte d'environ 5 mois maintenant. Le collègue, le vrai père, est entièrement divorcé. Son ex-femme a obtenu la maison, la garde principale de leurs enfants, et ce que j'entends est un accord de soutien très généreux. Il vit dans un appartement d'une chambre, et selon les gens qui travaillent avec lui, il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Lui et mon ex ne sont pas ensemble. D'après ce que je comprends, il y a eu une courte période où elle a pensé qu'il pourrait peut-être arranger les choses puisque la vérité était de toute façon révélée. Il lui aurait apparemment dit, « Tu as essayé de refourguer mon enfant à un autre gars. Pourquoi te ferais-je confiance pour quoi que ce soit ?» Ce qui, honnêtement, est un bon point. Les parents de mon ex lui parlent toujours, mais à peine. La sœur m'a dit que leur père ne restait même pas dans la même pièce qu'elle plus de quelques minutes. Leur mère est un soutien en ce sens qu'elle aide avec les aspects pratiques de la grossesse, mais la relation est tendue. La famille a dû dire aux proches éloignés qu'il n'y aurait pas de fête prénatale parce que les circonstances avaient changé. Les collègues qui donnaient de l'argent pour les affaires de bébé, ils l'ont réclamé quand ils ont découvert la vérité. Apparemment,
c'était un drame en soi dont je n'ai entendu parler que de seconde main. Quelque chose à propos d'une plainte aux ressources humaines et d'une réunion générale très embarrassante. Quant aux histoires de diffamation et aux demandes d'argent et d'excuses, disparues, complètement abandonnées. Il s'avère que lorsque vous avez été démasqué comme un tricheur qui a commis une fraude à la paternité, menacé de poursuivre en justice la personne que vous avez escroquée ne passe pas très bien. Son nouvel avocat lui a probablement dit qu'elle serait moquée au tribunal. Et moi? Je vais bien. Pas super. Toute cette histoire a eu des conséquences. Il y a eu des nuits où je suis resté assis, en colère, en pensant à quel point j'étais proche d'être légalement responsable de l'enfant de quelqu'un d'autre. Si je n'avais pas conservé ces dossiers médicaux, si je n'avais jamais fait ces tests de fertilité à l'âge adulte. Si je l'avais juste cru et avais essayé de faire ce qu'il fallait, j'aurais été redevable de 18 ans de pension alimentaire pour un bébé qui n'a jamais été le mien. C'est ce qui m'empêche de dormir parfois. Comme il aurait été facile pour elle de gagner. La plupart des hommes n'ont pas de preuve définitive de leur stérilité. La plupart des hommes feraient un test de paternité, bien sûr, mais elle aurait pu traîner cela pendant des mois, voire des années. Elle aurait pu obtenir le début du versement d'une pension avant même que le test n'ait lieu. Le système n'est pas vraiment conçu pour protéger les hommes dans ces situations. Mais j'ai eu de la chance. Le cancer infantile m'a donné la seule preuve qu'elle ne pouvait pas contester. Un mal pour un bien, je suppose. Je ne sors avec personne en ce moment. Probablement pas avant un moment. Toute cette expérience m'a fait réaliser que je devais être plus prudent quant à qui je fais confiance et que je devais avoir certaines conversations plus tôt dans les relations, y compris celles sur la fertilité. C'est gênant à aborder, mais apparemment l'alternative est bien pire. La sœur m'a contacté une dernière fois juste pour s'excuser à nouveau et dire qu'elle espérait que j'irais bien. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas. Elle était prise au milieu du désordre de sa sœur. Nous ne sommes pas amis ni rien, mais nous nous sommes quittés en bons termes. Elle, pour ce que ça vaut, je ne pense pas qu'elle ait appris quoi que ce soit. Elle blâme déjà tout le monde, toi, le collègue, nos parents, même moi, de t'être rangé contre elle. Elle n'admettra jamais qu'elle a fait quelque chose de mal. Moi, c'est son problème maintenant. Pas le mien. Elle, oui. Oui, c'est ça. C'est le dernier contact que j'ai eu avec quelqu'un de cette famille. Alors, voici où j'en suis. Nouveau numéro de téléphone, même appartement, même travail, même vie. Juste moins une ex-manipulatrice, et plus une tonne de documentation dont j'espère ne jamais avoir besoin à nouveau. Quelqu'un dans les commentaires de mon premier message a dit que je devrais écrire un livre à ce sujet. Je ne pense pas le faire, mais je garde tous les dossiers dans un coffre-fort inifugé au cas où elle déciderait un jour de tenter quelque chose à nouveau à l'avenir. Mon avocat a dit que c'était peu probable, mais avec des gens comme elle, on ne sait jamais. Le cancer a essayé de me tuer quand j'avais 11 ans. Il a échoué, mais il a pris ma fertilité. Pendant 20 ans, j'ai pensé que c'était purement une perte. Quelque chose qui m'avait été volé et que je ne retrouverai jamais. Il s'avère que cela m'a également donné une défense inattaquable contre l'une des plus vieilles ruses. Je ne dis pas que je suis reconnaissant pour ce que j'ai traversé. Je ne le suis pas. Mais je suis reconnaissant que lorsque quelqu'un a essayé d'utiliser mon propre corps contre moi, mon corps avait des preuves. Soyez prudent. Documentez tout. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes le père de son enfant, faites ce test. Même si vous pensez lui faire confiance, surtout si vous pensez lui faire confiance.